Bonjour à tous, on vous accueille pour cette 11e édition du webinaire Impact Recherche, donc, qui est coordonné par Jeanne Pontoiseau. Et donc moi-même, je suis Soriane Lanfranchi, je suis en charge du pôle talent et attractivité de la DRCI. Et donc pour mémoire, c'est un webinaire scientifique qui a pour objectif de repartager avec vous les résultats des travaux de recherche qui sont menés par les équipes de la PHP et publiés dans des revues prestigieuses. Donc le format du webinaire, pour mémoire, il se compose en deux épisodes. Le premier épisode dure 30 minutes et le deuxième également d'ailleurs, avec en gros 20-25 minutes de présentation et 5-10 minutes de questions-réponses. Et pour les participants, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le module de Teams qui s'appelle Q&R. Donc c'est en haut de la barre, vous avez le petit onglet avec une bulle, un point d'interrogation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et on pourra ensuite les repartager en fin d'intervention pendant les 5-10 minutes dédiées. Et donc, sans plus attendre, pour ce nouveau webinaire, on a l'honneur d'accueillir le professeur Caroline Charlier-Werter du service d'infectiologie de l'hôpital Cochin-Port-Royal qui va nous parler de la listériose materno-néonatale, quelles conséquences pour l'enfant. Et ensuite, nous accueillerons le professeur Roman Consari du service de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital Necker qui nous parlera des résultats de l'étude AIDI. Professeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Donc, à vous parler de la listériose materno-néonatale et des conséquences qu'elle peut avoir pour l'enfant à naître à court et à long terme. Alors, un mot de contexte sur la listériose et listeria, une bactérie particulièrement adaptée au monde du 21e siècle, qui est capable de se multiplier dans un frigo bien réglé à 4 degrés, qui ne modifie pas le goût des aliments, qui n'est pas tué par la congélation, ça c'est propre à toutes les bactéries, et qui a une distribution totalement ubiquitaire sur tous les continents habités par l'homme. Et des données récentes produites par le CNR Listeria, l'unité de recherche, Lucas Hafner, pour ne pas le citer, ont montré que jusqu'à 10% des sujets sains et jusqu'à 20% des sujets sains porteurs d'une diarrhée à un instant T, mais par ailleurs immunocompétents, sont porteurs de listeria dans les selles, ce qui montre le caractère disséminé de la bactérie et la fréquence du portage de la bactérie dans la population qui nous intéresse. Listeria monocytogenes est responsable d'un certain nombre d'infections, donc des gastroentérites, des septicémies, des neurolistériotes et des formes maternelles et néonatales dont on va parler. Et ces infections sont parmi les plus sévères des infections d'origine alimentaire qu'on puisse identifier, et à ce titre bénéficient d'un système de surveillance avec une déclaration obligatoire des souches des cas à Santé publique France et un envoi des souches au CNR Listeria qui est basé à l'Institut Pasteur. Et c'est la déclaration obligatoire de ces cas et cette surveillance très opérationnelle, très efficace, qui font qu'on peut générer un certain nombre de données que je vais vous présenter ici. Donc la forme materno-néonatale, c'est une des formes de listériose invasive. C'est pas la plus fréquente. Il y a 30 cas de listériose materno-néonatale par an en France, alors qu'il y a plus de 200 cas de septicémie et 100 cas de neurolistériose. On définit la listériose materno-néonatale par la présence de listeria dans n'importe quel prélèvement d'origine maternelle, fœtale ou néonatale, donc un enfant de moins de 4 semaines de vie. Et ça définit, c'est construit sur le modèle de toutes les infections materno-fœtales hématogènes, où tout prélèvement de l'enfant ou de la maman signe une dissémination à partir d'une porte d'entrée et confirme le diagnostic de l'infection. À la différence des infections materno-fœtales ascendantes comme coli ou strepto B, où pour affirmer l'infection, eh ben, il faut un prélèvement dans un site dit stérile comme une hémoculture d'enfant ou une ponction lombaire d'enfant. Tout ce que je vais vous décrire maintenant est tiré de l'observatoire Mona Lisa qu'on a mis en place au CNR depuis 2009. Mona Lisa pour étude multicentrique observationnelle nationale des listérioses et des listérias. Une étude prospective donc nationale, cas contrôle, il y a eu un volet contrôle pendant 2 ans, qui nous a permis de compiler un grand nombre de données cliniques, biologiques et une biobanque pour chacun des patients, toute forme de listériose confondue. Alors, puisqu'on doit parler de listériose materno-néonatale et du nouveau-né en particulier, eh bien, les premiers résultats qu'on a obtenus sur la caractérisation de cette listériose néonatale, c'est la mise en évidence d'une sévérité
majeur et qui n'était, pas du tout modifié, par rapport à ce qu'on en savait historiquement. C'est-à-dire, si vous regardez, ce graphique et ce tableau, pardon, et bien que toutes les listérioses du premier trimestre de la grossesse se terminent par des pertes fétales. Il y en a pas beaucoup, probablement un biais de recueil. C'est pas encore des mamans qui sont prises en charge en obstétrique. 3/4 encore des listérioses qui surviennent au deuxième trimestre de la grossesse se compliquent de pertes fétales et 14 de prématurité. Et c'est seulement au troisième trimestre de la grossesse qu'on observe les issues les moins défavorables, avec presque plus de pertes fétales, mais encore plus de 60 d'accouchements prématurés. Si on met bout à bout toutes les complications qui peuvent survenir, il n'y a que 5 des grossesses qui semblent évoluer favorablement, un peu comme ce qui pourrait survenir après une pyélonéphrite maternelle, une infection, une guérison, une poursuite de la grossesse. Ça, c'est seulement 5 des listérioses, parce que dans 95 des cas, il y a une complication qui survient et dans 80 des cas, une complication majeure, à titre de perte fétale, la naissance d'un enfant avec une infection précoce ou une prématurité qualifiée de sévère. Ce qui apparaissait d'emblée, dans, la première vague de compilation des données donc on a publié il y a maintenant 7 ans, c'est que le terme était le principal facteur pronostic. On ne trouvait pas de perte fétale après 29 semaines d'aménorrhée. Bon, la reprise des données semble dire que la limite est un peu plus tardive, à partir de 31 semaines, 32 semaines, il y a vraiment plus de perte fétale et c'est congruent avec la littérature. Et puis il y a pas de perte fétale une fois qu'on a passé le cap des 72 premières heures de prise en charge adéquate et qu'on a passé le premier trimestre de la grossesse. Alors, de manière plus récente, on a voulu caractériser la présentation néonatale de ces enfants et donc répondre à cette question: que deviennent les enfants dans une listériose materno-néonatale? Eh bien, ces enfants sont massivement malades et infectés. C'est un travail qu'on a publié il y a 1 an et demi dans cette revue Clinical Infectious Disease. On a repris les données cliniques et biologiques de 189 enfants avec listériose néonatale. Et vous voyez dans la distribution syndromique des choses, finalement, on ne pouvait affirmer que seulement 14 des enfants, 1 sur 6, 1 sur 7, étaient non infectés. C'est-à-dire qu'il avait un examen normal à la naissance, pas de traitement antibiotique et une bonne évolution ultérieure. 3/4 des enfants présentaient des signes d'infection précoces dans la première semaine de vie ou tardive, entre 1 semaine et 1 mois de vie. Et les enfants avec une infection tardive présentaient un tableau très univoque de méningite, qui ressemblait tout à fait au tableau d'infection néonatale tardive qu'on décrit pour le strepto B, par exemple, et très rarement une bactériémie associée. Les enfants avec une infection confirmée précoce, eh bien, ils avaient soit des prélèvements qu'on peut qualifier de centraux, c'est-à-dire des bactériémies, toujours, des méningites dans 20 des cas, soit des prélèvements qu'on pouvait qualifier de non centraux. Mais je vous rappelle que dans la définition d'une placentite hématogène, eh bien, tous les prélèvements positifs comptent, puisqu'il ne peut pas y avoir de contamination ascendante par l'hystéria. Si on trouve une hystéria dans une oreille ou un méconium, eh bien, ça veut bien dire qu'elle a complété son cycle en passant du tube digestif au compartiment sanguin, au placenta, à l'enfant, jusqu'à cette zone de prélèvement. Et donc ces infections précoces étaient pour une petite moitié caractérisées par des infections centrales et pour une grosse moitié caractérisées par uniquement la documentation sur des prélèvements dits non centraux. Globalement, eh bien, 57 des enfants nés vivant dans un contexte de listériose maternelle, eh bien, naissaient prématurés. Dans 22 des cas, cette prématurité était, sévère ou extrême, donc inférieure à 32 semaines d'aménorrhée. Si on va pas commenter chaque ligne de ce tableau qui est un peu détaillé, mais si on regarde les enfants qui présentent soit des prélèvements centraux positifs, soit des prélèvements non centraux positifs, soit pas de prélèvement positif, mais une naissance dans un contexte de prélèvement maternel positif ayant permis de poser le diagnostic de l'infection, par exemple une maman avec une bactériémie, eh bien on voit un décrescendo de sévérité. Et c'est assez logique, les enfants avec hémoculture positive ou méningite ont plus de symptômes neurologiques, par exemple à la naissance, que les enfants n'ayant pas d'hémoculture ou de méningite, d'hémoculture positive ou de méningite. Ils ont un score d'Apgar, bon, qui est pas significativement différent. Ils ont, plus de lésions cutanées, plus de dysfonction circulatoire, plus de dysfonction respiratoire, un syndrome inflammatoire biologique plus marqué. Ils sont plus malades, pour le dire en un mot. À l'inverse,
Les enfants avec infection néonatale tardive dont je vous ai parlé présentent ce tableau très univoque de méningite avec défaillance respiratoire associée et rarement, on l'a dit, des hémocultures positives. Un point de résultat, c'est que en 2022, quand on a compilé toutes les données de ces enfants nés entre 2009 et 2021, eh bien, la survie était bien meilleure que ce qui était rapporté dans la littérature auparavant. Hem 5 de mortalité, hospitalière versus, plus de 20 à 30 selon les données, soit asiatiques contemporaines, soit, d'une période antérieure. C'est le grand papier écossais de McLaughlin sur la période 1960-1990. Donc une mortalité qui s'améliore, d'ailleurs toutes formes confondues, mais malgré tout des séquelles importantes, puisque dans l'accord des 189 enfants, on notait quand même 9 de décès ou de séquelles neurologiques lourdes caractérisées par, des hémorragies, intraventriculaires sévères, ou, de la dysplasie bronchopulmonaire sévère. Ceci plus volontiers dans le sous-groupe des enfants avec une infection, centrale, que chez les enfants avec une infection non centrale, ou que les enfants nés dans des contextes d'infection maternelle, mais pour lesquels on n'avait pas de prélèvements, néonataux positifs. Et un point majeur, un point vraiment intéressant, c'est que finalement on est assez démunis devant ces enfants avec des listérioses néonatales. La question qu'on se pose toujours, c'est de savoir si, on peut faire quelque chose pour améliorer le pronostic de ces infections et de ces enfants. Et dans ce travail, on a montré que quand les mamans recevaient au moins un jour d'antibiotiques avant d'accoucher, eh bien, leurs enfants présentaient un risque significativement plus faible d'infection centrale. Seulement 4 de d'infection centrale dans le groupe des mamans qui avaient reçu un traitement anti-infectieux efficace au moins un jour avant. Et Et ça, c'est très important parce que finalement, ça montre que traiter la maman au moins un jour avant d'accoucher, avec un traitement actif, donc de l'amoxicilline en pratique dans ces histoires, eh bien, l'amoxicilline passe très bien la barrière placentaire et c'est finalement commencer à traiter l'enfant. Ce qui, logiquement, réduit le taux de positivité des prélèvements centraux, hémoculture, liquide céphalorachidien. Les enfants commencent à être traités et donc il n'est pas illogique de trouver très peu d'enfants avec des prélèvements centraux positifs, moins d'enfants avec des prélèvements non centraux et une majorité d'enfants pour lesquels les prélèvements étaient négativés. Et de manière, corollaire et particulièrement importante, eh bien, les mamans qui recevaient au moins un jour d'antibiothérapie active avant d'accoucher, eh bien, présentaient un risque très réduit d'avoir un enfant avec des signes initiaux de sévérité qu'on avait construit comme un critère composite, qui était le recours soit à des drogues inotropes, soit à une, expansion volimique, soit à un recours à la ventilation mécanique. Donc à 2 le recours à 2 suppléances d'organes pour des dysfonctions hémodynamiques, respiratoires, et ou, neurologiques. Et donc ce risque était réduit. Vous voyez qu'un odds ratio de 0,23, un intervalle de confiance de 0,09 à 0,51. Et ça, c'était important pour nous parce que c'est la première fois qu'on démontrait un bénéfice de cette pratique de l'antibiothérapie empirique. Quand il y a une suspicion d'hystériose chez la maman, eh bien la mise en route empirique d'une antibiothérapie permet d'améliorer le pronostic des enfants, en tout cas la sévérité initiale des enfants et la positivité des prélèvements microbiologiques. Mmh. Ayant, étudié la présentation clinique de ces enfants, au moment où ils naissent, eh bien, on a voulu ensuite étudier ce que devenaient ces enfants et ce que devenaient ces enfants notamment en termes de, construction neurologique et neurodéveloppementale. Donc on a, obtenu pour ce, travail un financement par un CRC. Le reste du travail était financé par plusieurs PHRC. Et dans ce travail-là, donc cette étude qu'on a appelée Mona Lisa Baby, même si, les bébés étaient devenus des enfants, eh bien, on a regardé le devenir, et le développement neuropsychologique des enfants à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire à l'entrée au primaire, au moment des grandes acquisitions fondamentales, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter.
Et donc, on a travaillé sur ce travail dans une collaboration avec l'équipe de Pierre-Yves Ancel et comparé nos enfants, de la cohorte Mona Lisa à ceux de 2 cohortes de référence, 2 cohortes nationales contemporaines, évaluées de la même manière au plan neuropsycho. Je vais vous montrer les outils après. Une cohorte d'enfants prématurés qui est la fameuse cohorte EPIPAGE 2 et une cohorte d'enfants à terme qui est la cohorte ELF. Donc ce travail a conduit à une publication il y a quelques semaines dans le Lancet Child and Adolescent Health. C'est une collaboration, entre, nos 2 équipes, celle du CNR Listeria et celle de Pierre-Yves Ancel. Et donc on a mené ce travail d'évaluation prospective, une journée d'évaluation neuropsychologique complète où nos cas, les enfants, exposés à l'hystéria dans le cadre d'une listériose materno-néonatale, étaient comparés à des enfants de même âge, issus de cohortes de référence, évalués de la même manière avec un ratio cas témoin de 1 pour 2 ou 2 pour 1, un appariement sur l'âge gestationnel et des facteurs de correction que je vais vous montrer ensuite. On a soumis, si on peut dire, ces enfants à toute une batterie de tests qui a été pensée pour évaluer chacune des composantes possibles des séquelles neurodéveloppementales possibles. Je rappelle que la listériose, donc Listeria monocytogenes, c'est bien une bactérie qui génère à la fois une infection, donc une maladie inflammatoire qui peut être responsable de séquelles neurologiques, une infection neurotrope, et donc neurotrope avec son propre cortège de séquelles neurologiques, et une prématurité qui ajoute également, évidemment, aux séquelles neurologiques. C'est justement tous les travaux et tous les résultats obtenus par la cohorte épipage. Donc, pour explorer toutes ces dimensions, en lien avec la prématurité, l'infection, l'éventuel neurotropisme, il fallait une batterie assez large de tests qui évaluent chacune des composantes qu'on savait altérer dans ces 3 conditions. Donc d'abord, on a proposé aux enfants de faire ce qui est en fait une mesure de QI à l'âge de 7 ans. Donc c'est une mesure par le test WIPSI dans sa version 4, une mesure de la coordination motrice par un test MABC, une évaluation visuelle, une évaluation auditive, une évaluation des fonctions exécutives de préparation du mouvement coordonné par des tests, le choix de certains tests tactiques d'une batterie d'épreuves qui s'appelle la NEPSI, une évaluation du comportement adaptatif social qui s'appelle le test de Vineland, et puis d'évaluations plus objectives et factuelles comme le recours à un soutien scolaire, l'adaptation du temps scolaire, des classes standards, classes adaptées, le recours actuel ou passé à la kinésithérapie, à l'orthophonie, à des séances de psychologie et le suivi médical actuel. Donc tout ça évalué par un binôme, un médecin, une neuropsychologue, selon une batterie de tests et une séquence de tests calibrée. Et c'était exactement la même évaluation qui avait été pratiquée dans les 2 autres cohortes. Donc ce tableau, qu'on va pas regarder dans l'absolu détail, mais pardon, je cherchais à vérifier que nos enfants, donc finalement on en a collecté 53, hem, parmi alors on avait au départ, 103 mamans, il y avait 20 de fœtus qui ne sont pas arrivés, à terme, quelques décès néonataux et puis un certain nombre de perdus de vue incompressibles, ce qui fait qu'on arrivait à un total de 53 mamans pour lesquelles, enfants pour lesquels on a pu, proposer ces évaluations. Une petite majorité de garçons, 2 paires de jumeaux, une ventilation de la prématurité, vous le voyez là, entre extrême, sévère, modéré et minime, qui reflétait bien l'échantillonnage de Mona Lisa. Une proportion d'infections précoces et tardives tout à fait représentative également de la cohorte dans son intégralité et une proportion de 20 d'enfants ayant présenté des hémorragies intraventriculaires dans le contingent des enfants prématurés. À nouveau, c'est tout à fait représentatif de la cohorte, entière. Les mamans, venaient pour une partie non négligeable d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord et ça, c'est une donnée qu'on avait déjà dans Mona Lisa. Un tiers des femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. D'ailleurs, on ne sait pas exactement si ça reflète des pratiques alimentaires ou une vulnérabilité plus, socio-économique. Alors, quand on regarde les résultats de la cohorte, entière, c'est cette colonne Hall et puis on peut après, regarder les résultats en fonction, du caractère prématuré qui est la deuxième colonne ou du caractère, à terme ici. Eh bien, on s'aperçoit que le QI médian ou FSIQ, c'est l'équivalent, est de 97,
mais que, il y a tout de même, 14 des enfants qui ont un QI inférieur à 79 et 19 des enfants qui ont un QI, mmh, mmh, quand même modérément, diminué entre 79 et 92 et finalement seulement 2 tiers des enfants qui ont un QI strictement normal, supérieur ou égal à 93. 2 enfants présentaient un tableau de paralysie cérébrale. Il s'agissait dans les 2 cas d'enfants nés prématurés. Un prématuré modéré, un prématuré sévère. Des troubles de coordination motrice étaient, rarement observés. En revanche, les troubles visuels et auditifs étaient rapportés dans 10 et 6 des cas. Les troubles des fonctions exécutives étaient rapportés de manière non négligeable chez 37 des enfants. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'attend à voir dans des prématurités extrêmes et qu'on a vu, très largement chez ces enfants, dont 2 d'anomalies sévères. Les troubles du comportement adaptatif étaient rapportés chez 28 des enfants, dont la moitié de sévères. Et finalement, quand on met bout à bout toutes ces anomalies possibles, eh bien, on retrouvait, chez 2 tiers des enfants au moins un domaine de compétences neurodéveloppementales altéré et chez un enfant sur 5 une altération sévère d'au moins un domaine neurodéveloppemental. Et presque plus d'un enfant sur 4 devait bénéficier encore à l'âge de 7 ans d'un suivi spécifique, orthophonie, kiné, psychologue, au moins un, et souvent plus, autour de 2 en médiane. Donc une photo d'enfants qui sont, malgré cette mesure du QI médian, et bien quand même, pour une partie significative d'entre eux, impactés dans leur développement à long terme. Alors qu'est-ce qui semble, tirer, le poids de ces conséquences délétères? Est-ce que c'est plus le terme? Est-ce que c'est plus autre chose? Pour essayer de répondre à cette question, on a comparé les enfants de la cohorte Mona Lisa à ces corps de référence épipage, en prenant pour les enfants d'épipage des enfants non infectés qu'on avait appariés sur l'âge gestationnel. Et ce qu'on voit ici, donc on a pu, heu comparer les caractéristiques générales de nos enfants, on s'aperçoit que finalement, en dehors du fait que nos enfants sont infectés dans Mona Lisa et que par définition ils ne le sont pas dans les cohortes ELF et Pipage, c'est comme ça qu'on les a choisis, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence significative sur le QI médian. Il est un petit peu plus bas dans Mona Lisa, mais pas significativement différent. On voit qu'il y a pas de différence dans les ratios de QI, heu, modérément à beaucoup altérés et un peu altérés. Alors il y a un peu plus de sévèrement altérés dans Mona Lisa, mais à nouveau ça n'est pas significatif. Le pourcentage de paralysie cérébrale, c'est pareil, il est un petit peu plus élevé, mais les effectifs sont très faibles, ça n'est pas significatif. Pas de différence pour les troubles de la coordination motrice et 40 versus 35 des enfants semblaient présenter au moins une anomalie de neurodéveloppementale et ça restait à peu près similaire, sans différence si on zoomait sur la cohorte d'enfants prématurés, donc c'est-à-dire uniquement une comparaison entre Mona Lisa et Épipage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça suggère que c'est finalement plus la prématurité qui tire le pronostic de ces enfants plutôt qu'un neurotropisme ou une infection en tant que telle. Puisque finalement nos enfants infectés, prématurés, avec une infection neurotrope ont la même présentation neuropsychologique à grosse maille que celle d'enfants de même âge gestationnel. Et donc ça, c'est important comme information à la fois pour les parents et pour les soignants, c'est que finalement, le pourcentage de séquelles, les mesures à mettre en place chez un enfant né prématuré, on les connaît. Et l'information neurolistériose ou listériose maternelle pour ces enfants ne fait pas remettre en cause ce qu'on connaît. Et finalement, le conseil doit être guidé en priorité par le terme où survient l'infection et la naissance. Et on a vérifié ce résultat en ajustant, ces résultats pour 2 variables dont on sait qu'elles impactent les performances neurodéveloppementales des enfants, qui sont le niveau socio-économique de la maman et ces résultats n'étaient pas modifiés. Vous voyez, le risque relatif d'avoir au moins une séquelle n'était pas modifié, dans les 2 groupes. On a
Ajuster ensuite également pour le pays de naissance de la maman comme marqueur supplémentaire de précarité maternelle et à nouveau les résultats n'étaient pas modifiés, confirmant que finalement c'est le terme au moment où survient l'infection et on sait qu'il génère la naissance très rapidement, et bien qui est l'élément, pronostic très dominant du pronostic neurologique à long terme de ces enfants. Donc pour résumer les résultats de ce travail, 66 de séquelles neurocognitives ou développementales, 33 des enfants qui ont un QI inférieur à 92, un quart des enfants qui bénéficient déjà de mesures de rééducation ou d'éducation spécialisée, et le terme qui apparaît pour nos enfants comme le principal facteur pronostic de ces lésions à distance chez des enfants au moment de l'acquisition de ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Voilà ce que je voulais proposer de partager avec vous aujourd'hui et je serais heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation, professeur. Alors oui, on a le temps pour une question posée par Julien. Merci beaucoup, Julien. Existe-t-il des données scientifiques pour différencier l'intérêt d'utiliser des antibiotiques à large spectre versus des antibiotiques ciblés comme traitement préventif chez les mères infectées par l'hystéria? Il n'y a pas de données sur il y a en fait, on ne voit pas de bénéfice à utiliser un traitement antibiotique large spectre. La question, c'est quelle situation veut-on envisager? Soit on parle d'un tableau de chorioamniotite, ce qu'on appelle, maintenant les infections intra-utérines et dans ces cas-là, eh bien, le problème, c'est de Hem, il est difficile de plaider pour l'implémentation systématique d'une antibiothérapie qui couvre l'hystéria, mais la plupart des protocoles proposent amoxicilline plus aminoside et l'amoxicilline, dans ce cas-là, couvre l'hystéria. Ensuite, si on parle d'une fièvre nue, là, pour le coup, il y a des recommandations claires, car il y a peu de diagnostics différentiels en dehors d'une primo-infection virale heu, ou d'une primo-infection d'une infection materno-fœtale hématogène autre, la grande famille des torches et dans ces cas-là, la recommandation qui s'applique, c'est de mettre de l'amoxicilline et on sait plus de 3 grammes, plus de 5 jours. Quelle dose précisément, on ne sait pas, mais plus de 3 grammes, plus de 5 jours. Mais je ne sais pas si je réponds très exactement à votre question. Je serais heureuse de repréciser si, j'ai répondu à côté. Eh bien, on a une deuxième question effectivement de Julien. Quelles sont les possibilités de prise en charge des enfants ayant les déficits neuropsy décrits dans l'étude? Alors les pédiatres, préconisent, des, 2 ch plusieurs choses. D'abord une un dép en fait, un dépistage plus précoce et un accompagnement plus précoce de ces enfants sur le dépistage des séquelles sensorielles et des séquelles, des fonctions exécutives avec une rééducation, neuropsychologique, plus précoce et un accompagnement, scolaire plus voilà, précoce, je vais répéter 10 fois, pardon, c'est pas très adapté, mais en tout cas un accompagnement, scolaire plus individuel. C'est sur ça qu'ils insistaient et c'était pour eux un point important, c'était de rappeler que ces enfants qui n'avaient pas forcément l'infection systémique à la naissance, donc l'atteinte méningée, devaient bénéficier d'un suivi comme tout enfant prématuré et de rappeler que des enfants, à l'inverse, avec une méningite, tardive, devaient bénéficier, en tant qu'ils étaient prématurés tardifs, d'un suivi malgré tout, de spécialisé et être en gros en filière de PMI évalué super régulièrement. Ce qu'ils proposaient, c'était un accompagnement à l'apprentissage, la prise en charge des troubles de l'hyperactivité, l'appareillage précoce des dysfonctions, visuelles et auditives et voilà, essentiellement ça. Mais alors pardon, je suis infectiologue d'adultes et je touche à mes limites et je voudrais pas vous dire de bêtises dans la finesse des prises en charge. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Merci infiniment encore pour votre intervention, professeur.